passer du coup directement à la présentation d'e-science et puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet du coup. Donc, une petite présentation de qui nous sommes. Donc, nous, notre mission, c'est de vous accompagner pour faire rimer parentalité et carrière. Et qu'est-ce qu'on entend par là? On entend trois choses. Principalement, on intervient sur trois thèmes. La question de l'équilibre vie pro-vie perso, qui est un peu effectivement le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Évidemment, avec son corollaire qui est la gestion du temps. Comment est-ce que j'organise mes différentes casquettes de pro et de parents et comment je trouve la bonne place pour faire toutes les actions que j'ai à faire au sein d'une même journée. Tout ce qui touche autour du congé maternité, du congé paternité. Et puis, un dernier sujet qui est celui de la trajectoire professionnelle et des soft skills qu'on développe en tant que parents et qui peuvent nous aider dans notre carrière parce que, effectivement, quand on est parent et quand on a envie d'être un bon professionnel et en même temps un bon parent, eh ben, il y a parfois des petits frottements qui arrivent et qui se génèrent dans le fait d'avoir ces deux casquettes. Et donc, on vous aide et on vous accompagne sur ces différents sujets. Comment est-ce qu'on le fait? On a différentes modalités d'intervention. On intervient auprès des particuliers directement. Et puis, on intervient aussi en entreprise. On fait des ateliers, donc exactement comme un exemple de ce que vous allez avoir aujourd'hui, là, un extrait de webinaire qu'on fait habituellement. Des ateliers un petit peu plus participatifs, de la formation, des programmes en ligne. Enfin, voilà, on accompagne de façon un petit peu variée. Et on fait aussi de l'accompagnement individuel. On intervient avec nos trois piliers, qui est notre ADN et dont vous allez pouvoir avoir un extrait là dans le petit webinaire qu'on va vous présenter, sur créer des déclics. Donc, on vous donne de l'information, on vous explique, on prend de la hauteur. Un deuxième pilier qui est la création de liens, sur le fait qu'on vous demande de vous exprimer, d'aller chercher vos ressentis, de parler de vos vécus et de partager avec d'autres. Et puis, un dernier point qui est de passer à l'action. Là, l'objectif, c'est de vous donner des outils pratiques, concrets, pour vous aider à être autonome dans la gestion de ces sujets. De quoi on va parler aujourd'hui? On va le faire en trois temps. On va faire un premier temps qui est un coup d'œil dans le rétro. Évidemment, on est bien placé pour savoir que cette période de confinement, elle est venue nous chercher sur l'équilibre vie pro-vie perso tel qu'on l'envisageait au départ. Évidemment, on a dû se réinventer, on a eu des nouveaux challenges, on a eu des nouvelles façons de le gérer. Donc, c'est de prendre conscience de ce qu'on a traversé, en positif comme en négatif, et de voir en quoi ce coup d'œil dans le rétro peut nous aider à regarder vers l'avant. Un deuxième point sur la préparation de la reprise, évidemment, on est tous concernés. On sait que ce moment de reprise, ça nous demande de réfléchir à une nouvelle façon de nous organiser. Donc, comment est-ce qu'on peut reprendre en main son équilibre vie pro-vie perso? Et pour ça, on va vous présenter un outil qui est ce qu'on appelle la roue de la vie, un outil pour vous permettre de prioriser et de choisir les actions que vous allez poser pour préparer votre équilibre de demain dans cet objectif de reprise. Et puis, on aura un troisième temps qui est l'échange de bonnes pratiques. Là, on va laisser de la place à vos questions. Donc, je sais qu'Anne-Charlotte, dans le mail de départ, vous avez demandé de préparer les questions que vous aviez sur ces sujets de conciliation pro-perso. Donc là, on aura un petit temps où on vous partagera nos astuces et nos conseils sur la base des questions que vous aurez préparées et que vous pourrez poser dans le chat à la fin de cette intervention. Avant de commencer, du coup, quelques petites informations sur les ressources qu'on vous enverra. L'exercice qu'on va vous présenter dans le cadre de ce webinaire, on vous l'enverra à la suite via un mail dédié. Donc, vous pourrez le réaliser en toute autonomie et du coup, le prendre en main correctement. Là, l'objectif du webinaire, c'est de vous le faire comprendre, de vous le faire toucher du doigt et vous pourrez du coup le prendre en main avec cet exercice qu'on vous envoie. Côté entreprise, évidemment, si vous avez envie de travailler avec nous, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, on serait ravis sur différents sujets qui touchent autour de la question de l'équilibre de vie, des soft skills, du télétravail, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et à titre individuel, comme je vous le disais, si vous avez envie de creuser un point particulier de l'équilibre pro-perso, pas de souci, vous pouvez le faire et on prévoit des séances de découverte. Donc, allez-y. C'est parti du coup pour notre sujet du jour sur le coup d'œil dans le rétro. Est-ce que Anne-Charlotte, c'est bon? On m'entend toujours? Ah. Oui, c'est parfait. C'est super. Parfait. Génial. Et tout fonctionne à merveille. Génial, c'est parfait. Donc, je continue. Donc, un petit point sur ce qu'on a appelé le coup d'œil dans le rétro, parce qu'effectivement, quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, on sait bien que la période qu'on vient de traverser, elle a été assez challengeante. De façon habituelle, en dehors de la période qu'on vient de traverser,
c'est un sujet qui est un petit peu sur le plateau des parents au quotidien. On est dans une société où la frontière entre le pro et le perso s'est amincie, est devenue de plus en plus fine parce qu'on utilise des smartphones, parce qu'on peut travailler de chez soi avec son ordinateur portable, parce qu'on peut faire des courses sur son drive pendant ses heures de travail. Enfin voilà, on voit que la frontière était déjà un petit peu floue, un petit peu poreuse. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un bon professionnel aujourd'hui? C'est aussi quelqu'un qui du coup, se forme sur son temps personnel, fait des événements networking. Donc voilà, on voit bien que la question de l'équilibre pro-perso, des temps pro et des temps perso, était un petit peu déjà poreuse. Ce qu'il se passait pendant cette crise et ce par quoi vous êtes passé et qu'on a traversé, c'est que le challenge de trouver de la place pour chaque chose a été encore un peu plus compliqué. Évidemment, vous avez tous tenu ce que nous on appelle le triple rôle, c'est-à-dire au sein d'une même journée, vous étiez à la fois parent, professionnel avec des objectifs de productivité et enseignant nounou de vos enfants. Et donc, du coup, on devait passer très rapidement d'une casquette à l'autre. Parfois, on est en train de répondre à un appel professionnel en même temps qu'on regarde la dictée du petit. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a eu le fait de passer rapidement d'une chose à l'autre. Notre cerveau, il n'est pas habitué à faire ça. Et donc, du coup, ça a été challengeant et éprouvant et parfois fatigant. Évidemment, sur la question des disparitions physiques entre le pro et le perso, alors là, elles ont carrément explosé, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation où le même lieu de vie, c'est-à-dire la maison, était aussi le lieu de vie ou le lieu de travail. Et donc, du coup, on était dans son environnement familial avec l'objectif et l'obligation de se concentrer sur du professionnel. Et donc, pareil, notre cerveau ne recevait pas les inputs positifs pour dire « Ah, ça y est, je suis au travail ». On avait perdu les routines, par exemple le temps de trajet pour aller travailler. Donc, voilà, on voit bien que cette disparition de frontières, ça a fait exploser nos repères et nos habitudes. Et donc, c'est ça qui a créé des nouveaux challenges. Et puis, le dernier sujet, pareil, que vous connaissez parfaitement, qui est ce cloisonnement qui existait très fort entre le dedans et le dehors. Le dehors qui a été un petit peu identifié comme le moment où il y avait un petit peu de danger, où on ne pouvait pas aller, etc. Et puis, le dedans qui, du coup, nous obligeait à nous recentrer sur la cellule familiale. Et donc, du coup, la conclusion de ça, c'est qu'en tant que parents, on n'a pas eu de soutien extérieur. Toutes nos soupapes, un peu de respiration, de soutien, d'aide par rapport à nos enfants, etc., ont sauté. Et du coup, voilà, c'était ça qui était compliqué. Donc ça, c'est les points un petit peu compliqués qu'on a dû traverser dans cette période de challenge, de crise. Et on avait aussi envie ce matin de faire un petit point en se disant, est-ce qu'il y a des choses positives qu'on peut garder malgré tout de cette période un petit peu compliquée? Alors, évidemment, mettre dans la même phrase point positif et crise sanitaire, ça peut parfois être jugé compliqué, mais la façon dont on avait envie de prendre le sujet, c'était de vous dire, forcément, les expériences que vous avez faites vous ont amené à réfléchir de façon générale à votre équilibre et peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de garder. Par exemple, sur la question de l'humanisation des relations de travail. On s'est tous retrouvés dans une situation où, à l'occasion d'une réunion, on a vu passer le petit bout de chou de son collègue qui est venu sur les genoux, on a vu la décoration de chez son collègue. Donc, par exemple, vous pouvez voir ma plante là en arrière-plan. Enfin, du coup, ça permet d'avoir des icebreakers, des solutions un peu plus d'humanisation dans on voit son collègue de façon un petit peu différente et puis on casse un peu la glace. Voilà. Donc ça peut être positif. L'autre sujet, c'est la création peut-être de nouveaux horizons professionnels. Évidemment, quand on a dû faire face tous à cette crise, on a pu avoir l'occasion de donner un coup de main à un collègue sur un projet ou sur un sujet qu'on ne maîtrisait pas complètement. Et donc, on s'est formé. On a pu décider de mettre en place des nouvelles routines professionnelles. Donc, on a pris en main de nouveaux outils. On s'est formé au digital. On a appris à travailler différemment. Donc, voilà, tout ça, ça a pu être positif et ça nous a fait réfléchir de façon aussi collective sur cette question du télétravail à distance, par exemple. Et puis, le dernier point, c'est le fait de profiter autrement en famille. On a beaucoup de parents avec lesquels on travaille en ce moment qui nous ont dit « ce moment un petit peu suspendu, ça m'a permis de voir que sortir des contraintes très précises, des horaires, je ne dois pas aller récupérer mon bébé à la crèche à 18h30, je peux prendre mon temps de manger en famille. » Voilà, sortir un petit peu des contraintes du quotidien, réapprendre des moments simples en fait de partage de jeux, d'avoir envie de ralentir, d'avoir envie de cuisiner en famille. Voilà, on peut avoir fait des expériences positives qu'on a envie de projeter et qu'on a envie de continuer. Du coup, ce qu'on vous propose là, c'est de prendre
un petit temps pour que vous nous partagiez comment est-ce que vous avez vécu cette période. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, si vous faites un petit bilan là rapide, qu'est-ce qui vous vient, vous pouvez partager un mot ou une petite expérience. Allez-y, on vous laisse quelques minutes pour le faire du coup dans le chat. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit assez dynamique. Donc, si vous avez envie de partager, voilà, c'est le moment. On attend vos retours sur le chat. Ça marche. Du coup, Anne-Charlotte, je te laisse le faire avec Isma parce que du coup, moi, je ne vois pas le chat. Hein. Oui. Alors, je vois que des personnes sont en train de commencer à arriver. Super, génial. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre le temps de vous dire « Ah, tiens, c'est vrai, parmi tout ce que je viens de lire là, ça fait écho chez moi, ça me rappelle mon expérience. » Voilà, qu'est-ce qui vous vient et qu'on voit un peu comment chacun s'est emparé de cette période-là qui a été finalement, qui s'est imposée à nous, mais qu'on peut du coup la prendre comme une nouvelle expérience. Alors, on a qui nous dit « Bonjour, pendant le confinement, j'ai pu voir mon fils de 13 mois et faire ses premiers pas. » D'accord, super, ouais, ça fait des beaux souvenirs, ça. De pouvoir être présent pour des choses sur lesquelles avant on avait un petit peu de difficulté et que parfois on avait l'impression que ça nous échappait. On a Céline qui nous dit « Ne plus avoir besoin d'excuses pour ralentir m'a fait un bien fou, plus besoin de refuser d'invitation ou d'en lancer. » De son temps, de se dire « Ah, je suis libérée de mes obligations sociales », ça peut faire beaucoup de bien. Et ensuite, on a du coup Sandra qui nous dit « La gestion du temps entre le travail et la gestion des enfants n'était pas simple. » Oui, ça c'est vrai, ça c'est un sujet. On va en parler un petit peu après. Ara nous dit, comme vous l'avez dit, plus de séparation entre toutes les tâches à faire, personnel, travail, maison, enfant. Effectivement, une difficulté de séparation, c'est ce qu'on vient de dire, et de faire qui a été difficile à observer. Ouais. Et bah super, bah ça fait une super transition avec ce dont on va parler ensuite. Du coup, n'hésitez pas à continuer à mettre vos petits commentaires. Il y aura un temps à la fin où on prendra vos questions et on pourra revenir sur vos expériences. Anne-Charlotte, est-ce que Isma s'est reconnectée ou est-ce que je continue? Oui, Isma s'est reconnectée. Je suis en train de l'inviter sur scène. Super. Vous devez pouvoir la voir dans quelques secondes. Bonjour. Super, génial. Bon, désolée pour ce problème technique. Heureuse de vous rejoindre. Est-ce que tu vois le PowerPoint, Isma, pour pouvoir prendre la suite? Oui, parfait. C'est génial. Très bien. Bon, bah, du coup, vous avez pu faire ce petit coup d'œil dans le rétro pour revenir sur cette période passée et dans le bien comme dans le moins confortable. Et aujourd'hui, il s'agit de regarder vers l'avenir en se demandant quelle est cette période de reprise qui est une période assez floue encore, pas encore arrêtée. Et pour ça, on vous propose de prendre le temps de vous recentrer sur vous. Et avant de repenser votre équilibre, c'est de pouvoir identifier, c'est la première étape, où vous en êtes. Quelle est votre situation? Même si cette période de Covid a bouleversé les équilibres de tous les parents actifs, nous ne sommes pas égaux face à la crise, face à la reprise, face au travail avec les enfants. Et pour ça, il faut faire un petit inventaire de où j'en suis personnellement, quels sont les âges de mes enfants, combien j'en ai, est-ce que je suis parent solo ou à deux, de quelle façon, au niveau de la garde, de l'école, de leur degré d'autonomie. Et idem de façon professionnelle, nous ne sommes pas tous égaux. Est-ce qu'on a une fonction qui permet, un métier qui permet le télétravail de façon facile? Est-ce qu'on est outillé, formé pour ça? Est-ce que la reprise s'avère plus ou moins facile? Donc, c'est de prendre vraiment, une première étape, c'est de prendre le temps de se recentrer et de partir de vos besoins et de votre situation vraiment précise. Et ensuite, de pouvoir voir l'avenir et le chemin qui vous attend et repenser son équilibre. Pour nous, l'équilibre, c'est un cheminement personnel. Donc, souvent, c'est vrai que on véhicule une vision de l'équilibre assez comptable. Donc déjà, c'est le pro d'un côté et le perso de l'autre. Et c'est ce fameux équilibre à 50-50 où le temps et l'énergie que je donne à l'un est au détriment de l'autre. Nous, on a une envie de réconcilier les deux. Et avant de parler des problèmes d'agenda et de conciliation vie privée, vie pro dans le temps, c'est d'abord de réconcilier le pro et le perso dans notre identité.
On est un et indivisible. Et donc, le pro et le perso, c'est quelque chose d'intime qui dépend de vos besoins, de vos priorités. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de définition fixe. Et c'est quelque chose, on parle aussi de déséquilibre ou déséquilibre, qu'on va trouver par tâtonnement et qui seront bons à un moment donné pour une situation donnée et qui vont évoluer de façon perpétuelle. Et pour ça, on ne peut pas faire l'économie justement de cette introspection et de ce temps de réflexion. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul pour le faire et qu'on a des outils pour faire ce diagnostic et ce tour d'horizon pour analyser la qualité de notre équilibre. Aujourd'hui, on vous propose cet outil qui s'appelle la roue de la vie et qui nous propose du coup de faire un tour d'horizon de l'équilibre. Alors, il ne s'agit pas d'avoir le pro et le perso de l'autre, mais encore une fois, à travers 4 grands domaines où dedans il y a plusieurs sous-domaines. L'idée, c'est de pouvoir vous interroger sur les domaines de vie qui vous satisfont aujourd'hui et ceux qui nécessiteront des petits ajustements. Donc les 4 grands domaines, vous les voyez. Donc le premier, c'est l'environnement de vie. Dedans, on va retrouver toutes les questions liées à la santé, à l'énergie, comment vous prenez soin de vous, comment vous vous sentez, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, toutes les questions liées à la sécurité, au cadre de vie. Dedans, donc, c'est la sécurité matérielle, la sécurité aussi financière, votre environnement de vie direct, votre habitation, comment les choses s'organisent au quotidien aussi avec la gestion domestique, comment les tâches sont réparties, comment elles vous pèsent, comment vous organisez pour gérer la charge aussi domestique, la charge mentale. Le deuxième domaine, c'est la vie professionnelle. Donc, dedans, c'est avoir un point de vue sur votre carrière, le rapport au travail, le sens et le plaisir que vous y trouvez, où vous en êtes de votre évolution, de votre formation. Est-ce que vous êtes challengé? Comment vous formez et vous continuez votre apprentissage? Quelle est la qualité de votre environnement de travail, tant matériel, les conditions de travail concrètes, que humain, la qualité des relations que vous entretenez avec vos équipes, vos collègues, votre hiérarchie. Le troisième domaine, c'est le domaine large de la réalisation de soi, donc tout ce qui va concerner le développement personnel, le lien avec la spiritualité et les valeurs, et en ça, c'est le sens que vous trouvez à la vie, comment vous trouvez que votre équilibre, votre façon de vivre aujourd'hui est alignée avec vos convictions, vos valeurs. Votre engagement, c'est vraiment aussi votre place dans la société, dans la communauté, comment vous interagissez avec l'extérieur. Et les loisirs, hobbies, comment vous projetez, où vous trouvez votre plaisir et quels sont vos loisirs, ce que vous aimez faire, tout simplement. Et le dernier domaine, non des moindres, c'est la vie affective. Et donc ça, c'est toute la vie émotionnelle, la vie affective, la qualité des liens et de relations que vous entretenez dans votre vie sentimentale, votre couple, votre famille, le lien avec les enfants, avec vos amis, la vie sociale en général, et à quel point vous êtes satisfait de ces liens. Est-ce qu'ils vous nourrissent? Est-ce que vous vous sentez entouré, aimé, soutenu? Donc voilà, à travers ces 4 grands domaines, la roue de la vie vous permet de faire un tour d'horizon. Et pour chacun, c'est de se poser la question de, déjà factuellement, parce que c'est bien de revenir aux faits, à quoi chacun de ces domaines ressemble, de quoi il est constitué, et qu'est-ce que ça me fait quand je les évoque? Est-ce que je suis satisfait, pas satisfait? Ça nous permet de faire un tour d'horizon. Et souvent, les retours qu'on a, et on se sent bien mal ensuite pour passer à l'action, parce qu'on se dit tout peut être prioritaire, l'amélioration, c'est sans fin. Il y a toujours de quoi améliorer notre équilibre de vie. Et donc, par quoi on commence? Et on vous propose là aussi un outil qui est assez simple de prise en main et qui permet de passer en revue ces sujets à travers 2 questions. Le premier élément de cette matrice, c'est le niveau de satisfaction, et le deuxième, c'est le besoin de changement. Satisfaction, c'est tout bêtement, est-ce que ce domaine, est-ce que cette question-là, ce point-là de mon équilibre de vie me convient? Est-ce que j'en suis satisfaite? Est-ce que c'est OK pour moi? Et le deuxième, sur le changement, c'est est-ce que j'ai besoin que ça change? Est-ce que, est-ce que j'ai envie de le voir évoluer? Et à travers, en fonction de la réponse, on peut situer le niveau d'urgence ou du passage à l'action en 4 domaines. Donc,
tout bêtement, ce qui me convient et que je ne veux pas voir changer, ce sont les piliers de mon équilibre. On se retrouve là dans la partie, donc piliers de mon équilibre, c'est les parties à sanctuariser, au contraire à protéger. On ne va pas les mettre à mal pour essayer d'équilibrer tout le reste, c'est au contraire ce qu'il y a à protéger. Donc ça peut être, par exemple, je suis satisfait du temps de qualité que je passe avec mes enfants. J'adore le temps qu'on passe le matin, le soir. C'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre, que je ne veux pas voir changer, donc je vais le garder. Et je vais même le protéger et en profiter, ça sera des sources d'énergie pour moi. Deuxième cas de figure, ça me convient, mais j'ai quand même envie que ça change. C'est des pistes d'amélioration. Ça peut être mon métier me convient, mais j'ai quand même besoin, j'identifie un besoin de stimulation, de challenge, qui pourra faire l'objet voilà, d'une réflexion professionnelle sur quelle est la suite et comment apporter ce besoin répondre à ce besoin de stimulation. Troisième cas de figure, ça ne me convient pas et je ne veux pas que ça change. Je choisis en conscience que ce sont des sujets non prioritaires et je les mets de côté. Je les écarte un temps parce que je considère que ce n'est pas ma priorité, que je n'en ai pas aujourd'hui la ressource ni l'énergie. Et donc, je choisis en conscience de l'écarter. Ça peut être une insatisfaction sur le cadre de vie, par exemple, où on sait qu'on aimerait habiter dans quelque chose de plus grand, ou au soleil, ou près de la nature, mais que ce n'est pas voilà, l'urgence aujourd'hui, et qu'on va y répondre d'une autre façon dans l'immédiat. Et le dernier cas de figure, et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est celui-là qui va nous orienter vers les priorités d'action, ce sont ces questions qui ne nous satisfont pas et qu'on a envie de voir changer. Et donc là, c'est les priorités absolues. Ce sont là où on va avoir une déperdition d'énergie et de bien-être la plus grande, et donc le potentiel d'amélioration le plus grand. Et ça peut être voilà, un besoin de sécurité financière qui pèse et qui nous empêche voilà, d'avancer, par exemple. Et donc, on vous propose de faire cet exercice. On vous enverra, suite au webinaire, un template avec voilà, chaque étape décrite pour pouvoir le faire tranquillement et le faire à ce moment-là, aujourd'hui, de votre vie, qui correspond voilà, à un moment où l'équilibre a été malmené, à un moment où on doit envisager la reprise et donc se questionner sur quelles vont être mes priorités pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et évidemment, c'est quelque chose, comme on le disait, c'est un équilibre mouvant. Donc, vous pouvez refaire cet exercice voilà, plusieurs fois. Nous, souvent, les priorités qui nous sont remontées en ce moment, on peut les classer dans 3 grands domaines, 3 grands challenges qui se posent aux parents actifs en ce moment. Le premier, c'est tout ce qui va concerner le fait de prendre soin de soi. Donc, c'est de trouver du temps pour soi, c'est de constater que son bien-être personnel est dégradé sur le point de vue de santé, d'énergie, de fatigue. Donc voilà, prendre soin de soi. Le deuxième, c'est gérer ses émotions et son stress. Donc en tant que parent, évidemment, mais il y a des émotions qui sont inconfortables et qui reviennent, comme le stress, la culpabilité, etc. En ce moment, dans une période où c'est voilà, le grand 8 émotionnel, ça peut être un sujet de se sentir bouleversé et ne pas réussir à gérer ses émotions, tant pour soi que pour ses enfants qu'on doit aussi guider. Le troisième, c'est ça relève la question de la conciliation travail-famille. Donc, c'est comment j'organise mon travail, comment je reste un pro efficace, engagé dans un contexte domestique et familial, même si ce contexte d'urgence de télétravail pendant le confinement est fini. C'est quand même des situations qui vont être pérennisées d'une manière ou d'une autre. On n'est pas complètement revenu au travail en présentiel, le télétravail va continuer, les enfants, la garde, l'école, la nounou sont pas non plus en plein temps et de façon normale, et ça va se pérenniser même jusqu'à la rentrée apparemment. Donc on ne sait pas, et comment donc concilier ces deux choses dans cette période d'incertitude. Là, on vous propose, on a un bon temps laissé, et c'est le plus important, aux échanges, à vos questions sur ce que vous avez pu entendre jusque-là. Sur ces 3 challenges qu'on vous a présentés, comment vous le vivez et comment, voilà, nous, on peut vous apporter des ressources ou des idées, et évidemment aussi les autres participants, parce que c'est aussi le partage voilà, entre pairs qui est primordial.
Donc voilà, place aux échanges. Je vais arrêter le partage d'écran et comme ça, on va prendre le temps de… voilà, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'arrête le partage d'écran et comme ça, on va pouvoir vous répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Alors, j'ai peut-être loupé tout à l'heure des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Il y a quelques questions qui sont arrivées. On a démarré. Donc, il y avait Céline qui nous parlait d'une grosse fatigue liée au fait d'être sur tous les fronts. Ensuite, on a Sophie juste en dessous qui nous disait qu'en fait, elle a enchaîné le congé maternité avec la période de confinement, donc peu de place pour le côté pro et c'était plutôt positif puisque finalement, elle a pu profiter de ses 2 enfants et ça a été du coup physiquement, mais par contre, ça a été effectivement physiquement et psychologiquement éreintant. C'est sûr que du coup, elle était consacrée à ses enfants, donc j'imagine. Ensuite, on a Ara qui nous dit compliqué aussi le fait d'avoir de voir sa compagne aller travailler à l'hôpital et lui d'être resté en télétravail. Donc effectivement, d'avoir un conjoint qui était plus actif que l'autre. C'était aussi une gestion complexe. Ouais. Peut-être que du coup, Anne-Charlotte, on peut les prendre au fur et à mesure, comme ça je réponds, et puis tu me dis sur la question de la fatigue, qui est effectivement un vrai sujet, sur comment est-ce que je peux… je suis sur tous les fronts, je dois rester un pro performant, je dois rester un parent à l'écoute, enfin voilà, donc on a un peu des injonctions qui viennent à droite à gauche. Nous, on aime bien utiliser l'image de dire « vous êtes le porte-avions de vos enfants ». On a un peu l'habitude de dire finalement, pour pouvoir donner de la ressource, donner de l'énergie, être efficace, il faut que nous-mêmes, on soit plein. Il faut que nous-mêmes, on ait une bonne énergie et il faut que nous-mêmes, on compte pour nous. Et vos enfants, s'ils viennent vous chercher à l'intérieur et ils viennent vous prendre de l'énergie, il faut qu'il y en ait à l'intérieur que vous puissiez la donner. Donc voilà, l'important ce n'est pas, il faut que vous fassiez aussi un point avec vous-même, avec votre conjoint, avec vos enfants pour expliquer que oui, maman a aussi besoin de ce temps off, maman a aussi besoin de ces 5 minutes pour elle toute seule parce que c'est comme ça qu'elle sera présente pour toi. Et donc, c'est aussi de faire partager les autres en disant vous êtes responsable vous-même de remplir votre besoin, remplir vos énergies, mais vous pouvez du coup impliquer votre famille dans le fait d'être acteur et moteur du fait que vous puissiez avoir vos éléments et vos moments de ressources. Et puis, l'autre point qu'on aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle la jauge d'énergie. Donc, l'important, c'est d'avoir dans votre tête comme une jauge qui passerait du vert au rouge. Et bien souvent, au moment où on est fatigué à plat, c'est parce qu'on se rend compte que notre jauge, elle est dans le rouge complet au moment où on est dans le rouge. Et donc, l'important pour nous, c'est de se dire, c'est de comprendre quels sont les moments un petit peu avant-coureurs, les signes avant-coureurs qui nous disent « Ah, attention, ma jauge commence à arriver un petit peu dans le jaune » ou « Attention, ma jauge commence à arriver un petit peu dans le orange. Je m'énerve un peu plus, je suis un peu plus fatiguée, je crie un peu plus, etc. » Et donc, c'est de dire « Ah, je constate que je suis arrivée dans un moment de la jauge un peu plus compliqué et donc, je vais chercher des éléments de ressources que je connais pour pouvoir répondre à ces moments de fatigue. Donc, par exemple, si je suis quelqu'un qui a besoin d'aller dans la nature, je prends 5 minutes pour aller me promener, maintenant qu'on a l'autorisation de pouvoir le faire. Si je suis quelqu'un de manuel, je vais prendre 2 minutes pour écrire comment je me sens, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur cette jauge-là. Tu voulais rajouter quelque chose, Isma ? Oui, peut-être juste sur cette question de jauge, c'est vrai que c'est des jauges pour des réservoirs différents d'énergie. Parce qu'on peut se sentir fatigué physiquement, mais en fait, c'est une source de fatigue qui va être une source de fatigue finalement physique, physiologique, ou une source de fatigue émotionnelle ou intellectuelle. Et donc, les réservoirs pour ces choses, on peut identifier un réservoir affectif, un réservoir intellectuel et un réservoir physique. Et pour chacun, de pouvoir se poser la question de, justement, comment je vais me ressourcer sur la partie affective, si je me sens seule, si j'ai l'impression que tout pèse sur moi, que je suis sous pression, que je ne peux pas partager mes émotions de tristesse, de culpabilité, de colère, etc. C'est de voir qu'est-ce qui va pouvoir, moi, remonter justement cette chose dans le réservoir affectif, c'est de verbaliser, donc auprès d'un pro ou de quelqu'un de proche, de pouvoir l'écrire ou l'exprimer d'une quelconque manière. Et idem, en fait, pour la partie fatigue physique, est-ce qui va me ressourcer, prendre soin de moi, de mon corps, de mon alimentation,
par l'hydratation, par les sorties, par du sommeil. On peut revenir aussi aux bases. Et idem pour la partie intellectuelle, c'est-à-dire que cette période-là, elle a entamé notre capacité à multitasker, à se concentrer, à faire preuve de créativité. Donc, il y a aussi un épuisement qui est lié à cette activité intellectuelle sous tension permanente. Donc, c'est pouvoir aussi de se dire comment je peux préserver cette énergie, qui est une ressource rare. Et là, ça va être justement m'aider à me concentrer en cloisonnant davantage, alors que c'était ça qui était mis à mal dans cette période de fusion entre les espaces pro et perso, en termes de temps, en termes d'espace géographique. Donc, comment je compartimente? Donc, je prends soin de ma concentration, j'essaye de limiter donc, les interruptions et les parasites extérieurs, avec par exemple les notifications, ou de délimiter pour les espaces, si pas avec des enfants plus petits, de délimiter les espaces et les moments où je vais prendre du temps pour moi. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser pour identifier cette fatigue qui va se matérialiser in fine de la même façon, c'est-à-dire à un moment un ras-le-bol et de sentir qu'on est vidé, quoi. Du coup, pour rebondir sur ce que disait aussi Céline sur cette question de la grosse fatigue, parce que je vois qu'elle disait grosse fatigue d'être liée, d'avoir l'impression d'être sur tous les fronts. Ça, c'est aussi un sujet qui revient beaucoup dans les parcours et dans les discours que vous avez, c'est d'avoir l'impression du coup de pas très bien savoir prioriser et puis d'être un peu en charge de tout. Et donc, c'est cette espèce de trop-plein qui est parfois compliqué à gérer. Donc, première réponse, c'est effectivement de faire l'exercice qu'on vous a proposé, c'est-à-dire d'essayer de prioriser. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour prioriser? Alors, vous connaissez sans doute la matrice qu'on appelle la matrice urgent-important. Et du coup, nous, on aime bien parler de cette matrice en imaginant que vous avez 3 paniers. Donc, pour chacune de vos semaines qui arrivent, vous pouvez prendre un petit temps en vous disant « Ok, j'ai mes 3 paniers. J'ai le panier « Je supprime ». J'ai le panier « Je planifie ». Et j'ai le panier « Je délègue ». Et donc, je fais la liste de toutes les tâches que je vais avoir à faire ou auxquelles je pense. Rappeler la maîtresse, faire le suivi de l'école à la maison, faire cette présentation PowerPoint pour mon activité, faire les courses. Voilà, donc je liste les tâches que j'ai à faire et donc je décide dans quel endroit je vais mettre mes tâches, dans lequel de ces paniers je vais mettre mes tâches. Alors, on a bien souvent l'habitude de se dire, on a un temps limité, hein, donc on n'a pas, notre temps, il n'est pas élastique malheureusement. Et donc, par exemple, on peut se dire, qu'est-ce que sur ma liste de tâches là, je peux décider qu'elle peut être faite plus tard. Et donc, s'il y a une tâche que je peux ne pas faire cette semaine, je vais la mettre dans le panier planifié et je vais dire, ok, cette tâche là, je vais la faire, mais la semaine prochaine. Le mois prochain, voilà. Ou cette tâche-là, elle est très urgente, mais j'ai pas le temps de le faire, donc je vais la déléguer. Je vais la déléguer à mon conjoint si lui, il a plus de temps. Je vais la déléguer à mon grand, par exemple, sur mettre le linge dans la machine. Eh ben, mon grand de 8-10 ans, il peut se dire, tiens, je vais pouvoir aller verser la panière à linge et lancer une machine. Je vais pouvoir déléguer à ma collègue qui, par exemple, cette semaine-là, elle sera plus disponible sur un projet. Donc, voilà, je peux supprimer, je peux déléguer et je peux planifier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir devenir un peu flexible dans votre tête avec ces 3 paniers pour pouvoir organiser vos journées de façon concrète. Et puis, l'autre petite astuce qu'on avait envie de vous partager sur cette question d'avoir l'impression d'être sur tous les fronts, bien souvent, on parle, alors là, je vois que c'est Céline qui a posé la question, donc on parle beaucoup de charge maternelle, hein, du fait que charge mentale, elle est, surtout pour les femmes, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est la vigie de la famille, non, que c'est sur nous que repose toute la logistique, tout le fonctionnement. Donc sur ça, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un moment en couple et aussi en famille pour co-construire une charte d'organisation du temps qui convient avec tout le monde. Même avec des enfants de 3-4 ans, ça fonctionne. Et de les interroger pour dire, voilà, moi, mes besoins dans une semaine classique, c'est ça. Toi, mon conjoint, ma conjointe, c'est ça. Toi, mon petit bout, mon petit Lucas, ma petite Salima, de quoi tu as besoin pour vivre ta semaine correctement? Qu'est-ce qui est important pour toi? On met à plat tout ce que la famille a besoin de faire et puis du coup, on s'organise et on se dit, bah voilà, les enfants, le matin, font ça, ci, ça. À 14h, il y a un moment de pause calme en famille. Et du coup, on co-construit cette charte d'organisation du temps familial. Les enfants, ils ont des repères.
on peut avoir un grand tableau, on peut le dessiner ensemble, etc. Comme ça, ils ont des repères visuels sur l'organisation de la semaine. Ça les aide à avoir des routines. Et puis, vous en discutez ensemble. Donc, ce sera plus facile aussi derrière de rappeler les règles ou de les faire respecter ou de trouver ensemble des moyens d'y répondre parce que vous en aurez discuté en amont et chacun aura pu s'exprimer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous propose ici de faire pour essayer de sortir de cette logique en disant « Ah, j'ai tout à faire dans ma tête, c'est tout. Moi, si je le fais pas, ça va être compliqué. » Voilà, essayez de planifier, supprimer, déléguer et d'en discuter et de le co-construire avec votre famille. Et ça marche aussi en équipe d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder ou des questions auxquelles on n'a pas complètement répondu? Alors, il y a Camille qui nous dit « Heureusement que l'un des conjoints peut s'arrêter pour garder les enfants, ce fut mon cas. Par contre, mon mari a considéré que j'étais dispo aussi pour le ménage et à manger en plus de garder ma fille. Je n'ai plus de temps à moi et difficile de le faire comprendre à mon mari. » Alors ça, c'est vrai, sur la question de la communication, c'est un vaste débat. Alors, on n'aura pas forcément le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que… Des tâches aussi. Oui, c'est la répartition des tâches. Effectivement, on a vu que dans cette période de confinement, tu as raison Isma, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un peu un new deal entre les hommes et les femmes sur le partage de la charge mentale et de la logistique. Bon, la réalité des chiffres et des enquêtes nous montre que c'est pas vraiment le cas. Par contre, c'est sans doute un moment en couple pour commencer à en discuter et pour montrer concrètement ce qu'on fait. C'est-à-dire que bien souvent, le problème de la communication, c'est qu'on ne se comprend pas et qu'on ne parle pas des mêmes choses. Et du coup, une des façons de pouvoir commencer à en discuter, c'est d'objectiver. C'est de dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, comment ça fonctionne pour toi. Par exemple aussi, on peut essayer d'être un peu plus précis sur les tâches. Par exemple, si c'est préparer le repas, qu'est-ce que ça veut dire préparer le repas? Est-ce que c'est penser les repas, faire la cuisine, ranger la cuisine une fois que le repas est fait? Et donc, peut-être que votre conjoint, il a en tête que c'est juste faire la cuisine, alors que vous avez en tête l'ensemble des tâches. Ou par exemple, sur le linge, est-ce que lancer une machine, c'est récolter le linge, lancer la machine, attendre qu'elle soit finie, étendre le linge, le plier, le repasser, le ranger? Ou est-ce que c'est lancer une machine? Et du coup, voilà, typiquement sur ces sujets-là, c'est d'être clair sur vos attentes et sur la façon dont lui ou elle en face comprend les choses. Et du coup, c'est une première piste pour essayer de sortir du moi j'en fais beaucoup, toi tu fais rien, tu vois pas, je vois pas. Voilà, l'idée c'est aussi de commencer un petit peu à en discuter ensemble sur une base qui est un peu plus facile et sur laquelle on peut commencer à objectiver. C'est ça. Alors, j'ai l'impression que Camille, ça répond à vos interrogations, réflexions là-dessus. On a Sophie qui est en train de nous écrire, donc on va voir ce qu'elle peut nous dire. Sophie qui nous avait fait part effectivement de son congé maternité enchaîné avec le confinement. Ah, voilà. Alors, l'idée du planning est intéressante, mais pas réalisable avec des enfants en bas âge qui sont en sursollicitation permanente. Le travail n'était pas une option. Alors, ça, c'est vrai. On l'a pas beaucoup dit en introduction. Mais évidemment, Ismaël en a un peu parlé, mais effectivement, en fonction de l'âge de vos enfants, en fonction de votre situation, il y a des parents solos aussi, sans doute, parmi vous. Évidemment que c'est pas la même chose. Un bébé en dessous de 2 ans, c'est du temps plein. Mettre des limites, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, là, on est bien d'accord que le vécu et la participation d'un bébé, c'est plus compliqué. Du coup, ce que vous avez dans votre escarcelle, c'est plutôt d'être côté pro, précise sur vos vraies disponibilités. Parce que la difficulté qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on veut continuer à en faire autant. Du coup, on s'organise entre la sieste du petit, on se réveille plus tôt, on se couche plus tard, etc. Et du coup, on peut avoir tendance un petit peu à s'épuiser. Alors que du coup, ça peut aussi relever de votre responsabilité de dire stop et de dire, voilà, en ce moment, la vie n'est pas normale, la vie ne fonctionne pas de façon classique, je n'ai pas de solution de garde ou je ne peux pas mettre mon bébé à la crèche plus de 2 jours par semaine. Et donc, je n'ai pas 35 heures ou 40 heures de travail par semaine, je n'en ai que 20 ou je n'en ai que 18 ou 15. Et du coup, pouvoir aussi les qualifier. C'est ça, c'est-à-dire que d'être aussi très factuel, très objective sur les contraintes et les ressources. Je peux travailler tant de temps d'affilée à tel et tel moment, mes plages d'indisponibilité sont celles-ci. Pour les tâches les plus prioritaires, les essentielles sur lesquelles je vais me concentrer
pour cette période. Et ce sont des tâches peut-être de concentration, ou ce sont des tâches peut-être qui nécessitent une interaction avec l'extérieur, donc du calme et de la disponibilité. Est-ce que ce sont des tâches sur lesquelles vous êtes complètement autonome, flexible? Donc ça dépendra vraiment de votre métier, de vos contraintes, de vos ressources, de ce qu'on vous demande. Mais effectivement, il n'y a pas de recette miracle. C'est aussi une période qui a permis de développer son assertivité et cette capacité à communiquer de façon vraiment pro et transparente sur des contraintes dites personnelles qui étaient jusque-là cachées et qui étaient à notre charge de faire le grand écart et de se tirer, de se tirer dans tous les sens pour rentrer dans les cases. Mais là, il faut être de façon pro, claire et factuelle, capable de dire « je ne peux pas plus ». Et c'est aussi professionnel de dire ça, c'est-à-dire de le montrer et d'être clair sur ce que vous pouvez prendre en charge ou pas, et aussi d'impliquer votre manager ou vos équipes, c'est-à-dire de le poser non pas comme un problème uniquement personnel, mais comme un problème de disponibilité de temps. Peut-être que votre collègue, il a une autre difficulté, peut-être que lui, il a un parent âgé, peut-être que lui, il a… Enfin voilà, chacun a une situation différente. Donc, c'est aussi d'en discuter en équipe et de revoir ensemble avec des objectifs SMART qui sont mesurables et calculables. Comment est-ce que vous pouvez montrer que vous faites bien votre travail avec le temps réellement disponible que vous avez? Il n'y a pas de réponse toute faite ou de recette là-dessus. Nous, ce sont des sujets qu'on aborde depuis longtemps, et c'est vrai que cette crise, elle a permis de les mettre sur le devant de la scène. Les questions d'équilibre pro-privé peuvent être discutées, et pour nous même, elles doivent l'être discutées sur la place, dans l'entreprise. Elles ont leur place dans les relations professionnelles. Et comme disait Clémence, chacun sa définition, chacun ses contraintes, chacun ses besoins. Il n'y a pas que la parentalité, mais il y a aussi la parentalité, et charge aux parents actifs de pouvoir aussi dire leur réalité pour faire avancer les choses. Oui, je vois que Sophie nous dit qu'elle a eu le soutien de son management, ça c'est super, si on a un management compréhensif, c'est chouette. Et Céline qui nous dit aussi que c'est difficile d'être transparent, un peu sur l'impression de se retrancher derrière les contraintes perso. Alors ça c'est vrai sur la question de la transparence, chacun a un environnement professionnel différent, donc encore une fois, pas de recette qui s'applique pour tout le monde. L'important c'est, on peut communiquer sur des besoins d'organisation qui sont liés à des contraintes personnelles sans parler de sa vie personnelle. C'est différent de dire, vous n'êtes pas obligé de partager votre vie intime et comment vous vivez dans votre famille, mais par contre, vous pouvez partager comment vous organisez. Je suis disponible à tel moment, je suis en charge de ça, et donc de parler de votre organisation personnelle comme un sujet professionnel et non pas comme une contrainte personnelle. C'est-à-dire qu'évidemment, ça vient d'une contrainte personnelle, mais c'est aussi un sujet professionnel de comment je fais mon travail dans cette situation. Et c'est de ça que je veux parler avec toi. Pas de mon organisation personnelle, pas de mes enfants, pas de comment je le vis, mais comment est-ce que concrètement, ensemble, avec un temps limité, on réfléchit de façon professionnelle pour atteindre nos objectifs ensemble. Et du coup, voilà, ça peut aider. Mais j'ai bien conscience que c'est pas simple dans toutes les situations. Évidemment, si on s'entend pas, c'est ça. Si on s'entend pas très bien avec son manager, c'est très différent. Enfin voilà, il y a des situations. Et puis sur la partie, donc j'entends Céline que ça a été difficile d'exprimer vos besoins, et qu'aujourd'hui, il y a une dissonance entre le manager qui dit ok, j'entends les besoins et on va s'adapter, et en même temps la charge n'est pas réduite dans les faits. Ça, effectivement, et encore une fois, il n'y a jamais de recette, c'est dommage, mais là c'est dans la communication aussi, c'est d'être effectivement factuel, c'est de se dire on va lister cette charge. Quand vous dites la charge n'est pas réduite, c'est en lister le contenu et de ne pas se satisfaire d'objectifs flous. C'est vraiment lister la charge et lister les objectifs. Bon, c'est aussi une notion très très connue, mais que Clémence a dit tout à l'heure sur les objectifs SMART. C'est des choses qui nous permettent quand même de revenir à des indicateurs qui nous permettent de revenir à des choses très concrètes. C'est-à-dire la charge, elle doit être mesurable, réaliste, timée dans le temps, transparente, clairement dite. Et peut-être que ça va vous demander à vous un effort supplémentaire dans un premier temps pour le verbaliser clairement, voire l'écrire et demander un temps avec le manager pour en discuter et le voir ensemble. Mais ça sera un temps investi pour ensuite pouvoir revenir à ça en disant non, on s'est mis d'accord là-dessus, je ne peux pas plus.
Et à un moment, poser ses limites, c'est aussi, voilà, c'est dire non. Et ensuite, dans la réalité du coup, l'acte est posé, ça n'empêche pas qu'il reste soit la culpabilité ou la déception ou la frustration, etc. Et que ça, pour gérer ses émotions, c'est un autre, voilà, c'est un autre espace, d'autres façons de le faire. Mais en tout cas, de rester factuel et professionnel dans cette négociation, parce que c'est une négociation. Merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Isma et merci beaucoup à tous d'avoir interagi et d'avoir joué le jeu. C'est d'autant plus agréable de pouvoir échanger avec tous sur ces sujets qui, voilà, qui nous touchent tous d'une différente manière. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Isma et Clémence. On va conclure et on va vous laisser là. Bien entendu, je vous confirme que cette roue et cette petit exercice qui vous a été présenté vous sera transmis. Vous devriez le recevoir en début d'après-midi. C'est déjà programmé. Donc, pas de souci. Il y aura le contact également de e-Sens. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec Clémence ou Isma, vous n'hésitez pas non plus. Je vous laisse conclure. Ouais, on était ravis de vous accueillir ce matin, ce midi. On était vraiment contente d'avoir pu répondre à vos questions. Je vois qu'il y a plein d'autres sujets. Évidemment, c'est un peu la boîte de Pandore et on aimerait en parler plus longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à venir regarder sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, sur ce qu'on vous propose pour pouvoir vous accompagner et aller un peu plus loin sur votre problématique personnelle ou votre enjeu personnel. On sera ravis de vous accompagner si c'est le besoin. On est là. Dans votre entreprise également. En équipe, voilà. Aussi, ça permet d'aborder ces questions-là en équipe et avec une médiation. Parfois, c'est aussi un peu plus facile. Merci à tous. Merci. Oui, à tous. Merci, Charlotte. Au revoir. Au revoir.